Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors récemment on m'a demandé quel était le meilleur livre d'investissement immobilier locatif. Et là, surprise, j'ai répondu que ce n'était pas mon best-seller L'investissement immobilier locatif intelligent, mais un autre livre. Alors vous allez voir un peu dans cette vidéo pourquoi. Et puis c'est une vidéo où en tirant les ficelles, finalement, je me suis mis à parler un peu d'entrepreneuriat, d'investissement en bourse et pas que d'immobilier. Donc finalement des trois thèmes qui nous rassemblent sur mon blog et sur ma chaîne. Donc je vous laisse découvrir. Alors d'abord, pour faire le contexte dans lequel on m'a posé cette question, donc je discutais avec un ami un peu d'investissement immobilier et puis voilà, avec qui on s'est croisé par hasard. Et cet ami était accompagné d'une amie à lui que moi je ne connaissais pas. Et voilà, elle a écouté pendant quelques minutes un peu notre conversation. L'ami a expliqué voilà, qu'il s'il me demandait, c'est parce que je faisais pas mal d'investissement immobilier et puis que j'avais écrit justement le livre qui faisait référence un peu sur l'investissement immobilier locatif. Et là, que cette jeune femme me dit que son copain s'intéresse à l'investissement immobilier locatif et qu'elle veut offrir pour Noël un livre d'immobilier à son copain. Et elle me demande quel est le meilleur livre à lui offrir. Alors, oui, on est d'accord, c'est complètement débile de me demander à moi, a priori, qui suis vraiment juge et parti sur ce coup-là. Ceci dit, ça c'est finalement cette question qui m'a inspiré cette vidéo, donc je la remercie de me l'avoir posée. Surtout que la surprise finalement, c'est que pour moi, le meilleur livre d'investissement immobilier locatif, ce n'est pas mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. Alors certes, il est maintenant depuis presque 3 ans en tête de la catégorie immobilier sur Amazon, donc c'est une vraie réussite entrepreneuriale, ça on ne peut pas le nier. Alors cette réussite entrepreneuriale, elle s'est passée parce qu'il y a des choses que j'ai fait volontairement, que j'ai mis en place, que j'ai calculées, mais il faut aussi être conscient qu'il y a une part de chance, une part d'être tombé au bon moment. Quand on est entrepreneur, il faut avoir l'humilité de reconnaître que quand on réussit quelque chose, il y a une part calculée et il y a aussi une part de chance. Il faut vraiment avoir cette humilité de reconnaître la part de chance parce que finalement quand quelque chose réussit, la concurrence s'adapte, la concurrence réagit et ça ne va pas forcément marcher sans s'étendre, ni à tous les coups. D'ailleurs moi mes 2 premiers livres d'avant, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès et Investir en bourse style gagnant, style perdant, ils ont eu des succès d'estime mais ils n'ont pas eu la réussite de l'investissement immobilier locatif intelligent. Et donc finalement il faut avoir l'humilité quand on est entrepreneur parce que le propre de l'entrepreneur c'est de savoir s'adapter en permanence puisqu'effectivement la concurrence réagit, il y a des choses qui se passent. Et il faut finalement savoir s'adapter en permanence dans ce monde, dans cet environnement qui évolue de façon non linéaire. Finalement, il ne faut pas vous laisser berner par l'image de ces entrepreneurs très médiatiques qui ont vraiment des gros égos, des gros melons. Parce que pour moi, les melons d'or, comme je les appelle, vous allez plus en trouver finalement dans les collègues que vous croisez dans le salariat. Je suis sûr que là, tous ceux qui sont salariés pensent à quelques collègues, d'ailleurs à tout niveau hiérarchique, qui ont des melons d'or, mais si on regarde bien, passent leur temps à brasser du vent. Ça, ce n'est pas des gens qui pourraient réussir dans l'entrepreneuriat pour moi. Alors, quand je pensais d'être conscient que l'environnement évolue de façon non linéaire et de la nécessité de s'adapter, il faut bien être conscient que le cerveau humain, lui, il raisonne de façon linéaire. Donc, il n'est pas conçu pour s'adapter à un environnement qui évolue de façon non linéaire. Finalement, ça, on le retrouve dans l'histoire du cygne noir de Nassim Taleb. En fait, c'est les raisonnements linéaires et inductifs. Quand les Européens ont vu des signes, ils ont vu des signes blancs, tous les signes étaient blancs. Donc n'ayant vu que des signes blancs, ils en ont déduit que tous les signes du monde étaient blancs. Et puis, au détour d'un voyage en Australie, des siècles plus tard, ils ont découvert qu'il y avait aussi des signes noirs. Donc les raisonnements étaient faux et soudainement on a compris que tous les signes du monde n'étaient pas blancs. Il donne un autre exemple, Taleb, pour illustrer cette vision qu'on a de façon totalement linéaire et qui en fait l'est pas, c'est de se placer du point de vue de la dinde de Noël ou de la dinde de Thanksgiving pour les Américains. Finalement, si on se met du point de vue de la dinde, elle peut se dire, bon finalement la vie est formidable, j'ai rien à foutre de la journée et puis on m'amène à bouffer tous les jours de façon copieuse, finalement c'est tranquille quoi. Et puis il y a un événement soudain qui arrive et on lui coupe la tête
Et voilà, en fait, la dinde, elle n'avait pas vu que si on la nourrissait et qu'on la gavait tous les jours, c'était finalement pour qu'elle finisse dans votre assiette. Elle avait finalement projeté à l'infini cet environnement linéaire où tous les jours de sa vie, on allait l'amener à manger tranquillement. Elle n'avait pas vu venir le tchac. Et c'est finalement un peu ces événements soudains et imprévisibles qu'on ne voit pas venir et qu'on n'imagine pas possible, qui ont pris un peu de l'humanité par surprise avec le Covid. Alors on n'avait pas eu de pandémie depuis un siècle, alors peut-être pas depuis un siècle, parce que souvent on se réfère avec le Covid à la pandémie de grippe espagnole de 1919. Donc par rapport à la pandémie de grippe espagnole de 1919, c'était le Covid puissance 10 ou puissance 100. On peut peut-être dire qu'il n'y avait pas eu de pandémie depuis la grippe de Hong Kong de 1969. Donc l'humanité s'est imaginé que, avec les conditions d'hygiène modernes, les techniques modernes, l'avancée de la science et de la médecine moderne, il ne pouvait plus y avoir de pandémie et n'a forcément pas vu venir ça. Alors moi par exemple, voilà, ce signe noir, je l'ai eu dans mes investissements boursiers. On avait par exemple le cours de Unibail. Donc Unibail, c'est une foncière de murs commerciaux, on va dire donc de centres commerciaux, et qui est celle qui a les emplacements les plus premium en France. On va dire c'est pas le centre commercial du centre-ville de Poitiers, mais c'est plutôt comme actif les 4 temps à la Défense, le Forum des Halles, la Part-Dieu à Lyon. Voilà, c'est ce genre d'emplacement vraiment premium. Et donc ce cours d'Unibail, il a été divisé par 2. Il était à 200 € il y a 4-5 ans et il est tombé à 100 € en début d'année. La crainte, c'était qu'en fait tous les commerces physiques se fassent bouffer par Amazon et le e-commerce. Donc moi, en tant qu'investisseur, je me suis dit, certes, le e-commerce va prendre des parts de marché, etc. Mais je trouve que de considérer que ça doit diviser le cours par 2, alors il y a un peu de dette et d'effet de levier, il ne faut pas faire de ratio proportionnel quand on étudie, mais là je simplifie. En gros, je me suis dit, le massacre en bourse est exagéré. Donc j'ai acheté ces titres d'Unibail à 100 €. Évidemment, je n'avais pas prévu le coût du Covid derrière, avec ces centres commerciaux fermés complètement pendant 3 mois. Et puis, des gens qui reviennent, mais pas tous, quoi. Des gens qui reviennent timidement. Voilà, moi, je vois des personnes plus âgées, mes parents, etc. Ils évitent d'aller dans les centres commerciaux. Donc forcément, il y a des pertes de chiffre d'affaires pour les magasins, il y a du perte de valeur des loyers et donc de perte de valeur de ces murs commerciaux. Et finalement, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir une certaine humilité dans mon investissement. Parce que même si j'étais convaincu de mon raisonnement, finalement, on exagère l'emprise du e-commerce sur la dévalorisation de ces murs commerciaux. J'avais limité, comme toutes mes positions de portefeuille boursier, à moins de 5% de mon portefeuille. Et puis je m'étais dit peut-être que mon raisonnement, d'autre part, il peut être mauvais. Donc je vais quand même acheter, pour faire ce qu'on appelle un pair trade, des actions Amazon en parallèle, pour voilà, être à peu près intéressé dans toutes les circonstances. Et finalement, si j'avais pas eu cette humilité-là, que j'étais trop sûr de mon raisonnement, j'aurais pu mettre 30% sans me couvrir, et voilà, j'aurais, parce que depuis ce cours, ce que j'ai pas dit, ce cours qui était passé de 200 à 100 €, il avait été divisé par 2. Depuis l'investissement à 100 €, il a été divisé par 3 et aujourd'hui il est à 30 €. Bon, alors j'ai fait une longue digression, mais effectivement c'est une rare vidéo. On aura parlé des 3 thèmes du blog, l'immobilier, l'entrepreneuriat et la bourse. Donc je suis assez content d'avoir fait ma digression. Alors on va revenir au sujet initial de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai répondu comme le meilleur livre en investissement immobilier locatif? Et donc j'ai pas répondu que c'était l'investissement immobilier locatif intelligent, mais j'ai répondu que c'était, pour moi, le meilleur livre en investissement immobilier locatif, son petit frère, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Alors oui, je crois vraiment que 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, c'est aujourd'hui le meilleur livre en immobilier locatif. Alors je le crois sincèrement, mais évidemment, je suis juge et partie et je ne peux pas savoir si je suis impartial. Alors, je ne suis pas impartial, je crois sincèrement que c'est le meilleur livre d'investissement immobilier locatif aujourd'hui, mais je suis aussi conscient que ça ne durera pas 100 ans. Il y en aura un jour un meilleur qui sortira. Certes, pour celui qui n'a pas les bases, il faut bien commencer par l'investissement immobilier locatif intelligent, qui est devenu la référence avec son classement Amazon, ses 2000 commentaires, etc. Par contre, celui-là, finalement, quand je lis les commentaires, les quelques commentaires critiques, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns sur Amazon, le reproche le plus fréquent qu'on peut avoir, c'est, en gros, si je le reformule, c'est j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos sur Internet, et finalement, je savais déjà tout. Alors, petite boutade, j'ai envie de dire, oui, finalement, au lieu de passer 100 heures sur des vidéos pour une vingtaine d'euros ou une dizaine d'euros en format électronique, tu aurais pu n'y passer que 2 heures, mais soit. Et finalement, pourquoi je pense que 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, c'est le meilleur plutôt que le précédent, c'est parce que lui, ça va être plus difficile de lui faire ce reproche-là. Lui, il va rentrer vraiment dans le détail.
Et il va rentrer dans le détail sur plusieurs sujets. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le détail sur les SCI, vous allez acheter un livre sur les SCI, mais vous allez rentrer dans le détail que sur les SCI. Là, on va dire, on rentre dans le détail en passant sur l'ensemble du scope de l'investissement immobilier, des problèmes, de la fiscalité, des stratégies, des reventes, etc. Donc d'une part, c'est ça qui en fait sa première force, et d'autre part, sa deuxième force, c'est ce format vraiment original d'exercice qui se fait se mettre en situation, réfléchir, et avec une réponse aux questions parfois fermées, parfois ouvertes, et finalement qui n'a pas d'équivalent dans cette forme originale. Voilà pour la vidéo du jour. Donc quand on me demande à moi, auteur du best-seller L'investissement immobilier locatif intelligent, quel est le meilleur livre en immobilier, je ne réponds pas que c'est ce best-seller, mais petite surprise, je réponds que c'est pour moi plutôt son petit frère, 60 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui est sorti plus tard en plus, qui est plus récent. Donc j'espère m'être un peu amélioré dans l'écriture, à la marge en tout cas, puisque on s'améliore toujours quand on aime faire un peu de développement, d'apprentissage permanent, comme je pense vous êtes beaucoup qui suivez cette chaîne à le faire, qu'on s'améliore toujours de façon incrémentale et qu'on ait fait toujours un petit peu mieux le coup d'après. Alors certes, il est beaucoup moins vendu, il va avoir beaucoup moins de ventes que l'autre à ce jour. Il n'empêche, c'est pas toujours les meilleurs qui ont la meilleure réussite entrepreneuriale, c'est ce que je dis, il y a la part de chance, comme je l'expliquais. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne et sur le blog. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.